Bonjour à vous tous et bienvenue au webinaire en production bovine. Je me présente, Joanne Tessier, agronome et conseillère en production de bovine. J'ai le plaisir d'animer ce dernier webinaire d'une série de trois en remplacement des traditionnelles soirées bovines organisées normalement dans plusieurs régions du Québec. Avant de débuter, j'aimerais vous rappeler que les webinaires en production bovine sont organisés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'Entreprendre MRC Bécancour et le réseau AgriConseil du Centre du Québec. Je tiens également à remercier nos précieux partenaires, notre partenaire ART, les producteurs de bovins du Québec, ainsi que nos partenaires pour le prix de présence aux producteurs, SEM Solutions pour le tirage du 18 février, Solio Agriculture et Optibeuf pour le tirage du 25 février et Zoétis pour le tirage de ce soir. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la toute fin pour le tirage qui se fera en direct. Comme nous avons un horaire assez chargé, j'aimerais vous indiquer quelques consignes à suivre pour le bon fonctionnement de ce webinaire. Vos caméras et vos micros sont fermés et il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Pour interagir, un clavardage est disponible. Vous trouverez cette option au bas de votre écran. Il peut se nommer chat, discussion ou encore converser. Si vous ne voyez pas cette option, faites bouger votre souris et vous la verrez apparaître. Cliquez sur l'icône et une boîte de discussion apparaîtra. Vous pouvez utiliser le clavardage pour poser vos questions à notre conférencier tout au long de la conférence. Il est possible de l'utiliser. Nous, nous vous demandons d'adresser vos messages à tous les panélistes et participants afin que tout le monde puisse voir vos questions. Prenez note qu'il y aura une période de questions à la fin de la conférence. Andréane Martin et Antoine Riverain poseront les questions aux conférenciers qui répondront à voix haute pour le bénéfice de tous. La séance est également enregistrée. Avant de vous présenter notre conférencier, nous avons une courte vidéo à vous présenter. Une personne souhaitait vous adresser un petit mot. Bonsoir. Je suis très heureux de m'adresser à vous dans le cadre des soirées bovines qui sont un excellent moyen de transfert de connaissances pour votre filière. Vous êtes appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans notre société en contribuant à l'accroissement de notre autonomie alimentaire et ensemble, nous nous donnons et nous donnerons les moyens pour y parvenir. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation met en place des conditions propices à l'essor et à la réussite de votre secteur, notamment en offrant de l'accompagnement et des programmes d'aide financière, et je vous encourage à en bénéficier. Vous faites également de nombreux efforts pour la relance du bœuf au Québec. Vous avez mis en place un système de traçabilité allant du producteur aux tablettes en passant par les abattoirs. Cela permet d'offrir aux acheteurs un produit certifié bœuf durable, répondant aux critères de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable, une première au Canada. Il s'agit là d'une démonstration éloquente que votre filière est consciente de l'évolution des habitudes alimentaires des consommateurs et de l'importance des changements climatiques. Et cette initiative témoigne aussi de votre capacité à vous adapter, à innover et à contribuer à l'atteinte d'une plus grande autonomie alimentaire pour le Québec. Plus que jamais, les consommateurs québécois tendent à changer leurs habitudes de consommation pour encourager les producteurs locaux. Nous avons récemment lancé le défi 12 en remplaçant chaque semaine 12 d'achat d'aliments importés par des aliments québécois. Les ménages vont acheminer annuellement 1 milliard de dollars de plus par année vers nos producteurs, pêcheurs et transformateurs. C'est énorme. Les défis à venir sont nombreux, mais la synergie entre votre secteur et le gouvernement mènera sans aucun doute vers une plus grande prospérité de la production bovine québécoise. Il m'est difficile de prendre la parole sans parler de la situation exceptionnelle que nous traversons et sans vous dire que je suis très sensible aux difficultés et à la détresse que peuvent vivre certains d'entre vous. Des ressources sont disponibles sur le terrain. Je vous encourage à aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin. Ensemble, nous allons passer au travers de cette période difficile et nous en ressortirons plus forts. Je vous remercie et je vous souhaite un bon webinaire. Voici donc venu le temps de vous présenter notre conférencier de l'entreprise Nutrition Bœuf 3H Inc. M. André Houd est producteur vache-veau et agronome de formation. Sa spécialité est l'alimentation des ruminants. Il œuvre depuis plus de 30 ans comme représentant alimentaire avec les producteurs en bovine du Québec. Il a aussi travaillé hors Québec dans ce domaine, en Chine, Uruguay, Ontario, Argentine, États-Unis et Alberta.
Aujourd'hui, consultant privé et riche de toutes ses expériences, l'alimentation des bovins est une grande passion pour lui. Je vous laisse la parole. Merci, Joanne. Bonjour tout le monde. En fait, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Température froide, venteux, ici dans la région de la Mauricie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nature va se réveiller bientôt, puis il y a ceux qui s'en viennent, puis c'est des beaux moments que tout le monde va profiter pour peut-être se réunir. En tout cas, on va l'espérer. C'est pas facile depuis un an, mais on a des beaux moments qui s'en viennent pour nous tous. Alors, pour commencer, je vais mettre ma... J'aurais quelques mots là, pour première des choses. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux producteurs francophones et anglophones de la province de Québec. Merci à vous tous d'être là ce soir. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux représentants de différentes compagnies alimentaires. Je voudrais souhaiter la bienvenue également s'il y a des vétérinaires qui se joignent à nous ce soir et aux agronomes en consultation privée. Ça me fait plaisir que vous partagiez ma passion, en fait, là, comme Joanne l'a mentionné, au niveau de l'alimentation. Que le titre de la présentation est très de réalité avec les ingrédients qui sont difficiles à trouver et qui sont très dispendieux. Alors, évidemment que lorsque le MEPAC m'a demandé de faire la présentation au niveau vache-veau, ce soir, ça va être probablement uniquement au niveau de la vache-veau. Évidemment que le semi-finition ou l'engraissement pourrait suivre éventuellement, mais je vais me concentrer uniquement pour le vache-veau aujourd'hui. Et comment on peut servir les aliments alternatifs en période de pénurie de fourrage. Le plan de la présentation, on va avoir 3 points importants qu'on va toucher. Évidemment qu'on va, avant d'aller voir les 3 points, on va regarder un petit peu les besoins alimentaires des vaches de boucherie, selon le stade de production ou de gestation. Et on va regarder après ça, est-ce qu'on pourrait rationner les fourrages? Est-ce qu'on pourrait réduire les besoins du troupeau? Et après, pour terminer, on va remplacer les fourrages normalement qu'on utilise facilement, mais que depuis quelques années, ça peut être très difficile à s'approvisionner sur un approvisionnement régulier. On va regarder si on peut remplacer des fourrages par d'autres sources d'aliments. Les principes de base, je ne voudrais pas ce soir aussi compliquer les choses avec des chiffres, mais il y a 3 tableaux qu'on va passer pour les besoins alimentaires. Ce qui est en jaune, c'est ce que je vais m'attarder le plus. Alors, évidemment que je vais m'attarder au niveau de l'énergie, OK? Et je vais m'attarder aussi au niveau de la protéine. Juste pour bien comprendre ces tableaux-là, ici, les chiffres 1, 2, 3, c'est les mois après vêlage. OK? Les 3 premiers mois de lactation. Et ce qui est important dans cette conférence-là, à mon point de vue, c'est pas vraiment le chiffre qui est là, c'est la tendance. Est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre? Alors, évidemment que rapidement, pour cette diapositive-là, les 3 premiers mois de lactation, on peut voir qu'au niveau de l'énergie, le 3e mois de lactation, on a un besoin d'énergie plus élevé, de même que la protéine. Évidemment que les niveaux de protéines ou les niveaux d'énergie sont dans des conditions idéales. Lorsqu'on rajoute des températures très froides ou très humides ou dans des mauvais environnements, ça peut changer. Mais l'important, c'est vraiment de comprendre alors, si je vais
à l'autre tableau parce que nous autres, ce soir, ça va être surtout le deuxième trimestre de gestation. Pour des mois de vêlage, mai, juin, juillet. Alors, on peut voir que l'énergie, dans le deuxième trimestre de gestation, est à la baisse. Et on peut voir aussi la protéine est à la baisse. Juste regarder, il y en a que c'est sûr qui vont voir du 8 ou du 7 %, ils vont me dire, André, c'est pas tellement haut. C'est juste correct pour la population de bactéries au niveau du rumen. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle d'alimentation, quand on nourrit des animaux, on ne nourrit pas la bête. On nourrit les bébites, la flore bactérienne, OK, donc au rumen. Après ça, la flore bactérienne va nourrir l'animal. C'est des chiffres qui peuvent être, on pourrait en reparler un peu plus tard, mais normalement, à ces chiffres-là, il n'y a aucun problème au niveau de la santé ruminale. Mais on peut voir la tendance qui est vers le bas. 8,2 de protéines pour aller jusqu'à 7 de protéines. Ça, on est toujours dans le deuxième trimestre de gestation. Quand on parle du troisième trimestre de gestation, on peut voir que l'énergie semble vouloir remonter. Les besoins remontent en énergie et en protéines également. Autre chiffre qu'il faut quand même garder en mémoire pour les besoins alimentaires de nos vaches, c'est que les chiffres au niveau de l'énergie, protéines, calcium et phosphore, j'ai introduit le calcium et phosphore, à partir du milieu de gestation au prévélage, il y a certainement une augmentation au niveau du phosphore, calcium, protéines et énergie. Il faut être bien conscient de ça. Après ça, à côté à droite, on peut voir qu'au prévélage et au moment qu'elle a vêlé, il y a encore une augmentation au niveau du phosphore, calcium, protéines et énergie. Fait qu'évidemment, nos recettes alimentaires, il faut garder ça en mémoire pour alimenter de la bonne façon puis pour rencontrer ces besoins-là. Ça aussi, ça peut être intéressant et important, en fait, à savoir, c'est que du prévélage au moment où est-ce qu'elle va vêler, évidemment que notre sélénium, cuivre, manganèse et zinc est vraiment à la hausse. Alors, c'est tous ces points importants-là d'éléments qu'on doit garder en mémoire ou qu'on doit comprendre comme producteur qu'il y a une hausse majorée qu'il faut être conscient de ça. Fait que l'alimentation que vous allez prendre, on devrait prendre vraiment être conscient de ces hausses-là. Lors du dernier trimestre de gestation, ce qui est important aussi, c'est que 75 du veau, le poids du veau, se fait dans le dernier trimestre de gestation. Évidemment que le dernier trimestre de gestation, la maman, qu'il y a un gros besoin du fœtus de la mère, okay? Du fœtus qui demande à la mère de lui donner des ingrédients pour justement atteindre son poids de maturité. C'est important de comprendre que le dernier trimestre, le 3/4 du poids du veau se fait là. Mais pendant les 2 derniers trimestres, ce n'est pas beaucoup. Le fœtus est très petit. Alors, il n'y a pas une grosse demande. Alors, c'est pour ça que dans le deuxième trimestre de gestation, on pourrait utiliser des fourrages de moins bonne qualité à cette période-là bien déterminée. Puis c'est un petit peu l'idée de ce webinaire-là, c'est de vous montrer que dans le deuxième trimestre de gestation, on peut faire des ajustements. Ici, rapidement, quand une vache, les fonctions vitales d'une vache, les priorités biologiques. Priorité, fonction vitale. Deuxième, activité. Vous les voyez comme moi, croissance, réserve énergétique qu'elle va se mettre sur le corps. Après ça, elle va maintenir sa gestation. Mais ce qui était bien important, je vais juste tasser mes triangles parce qu'ici, je ne vois pas tellement bien, c'est que le numéro 8, le cycle et initiation à la gestation. Si toutes les priorités biologiques ne sont pas rencontrées de cette façon, ne viendra pas en gestation.
Alors, c'est juste pour bien comprendre qu'avant de venir en gestation, il faut toutes que les autres priorités biologiques soient rencontrées. Cote de chair. C'est sûr que dans ce webinaire-là, pour utiliser des fourrages de moindre bonne qualité, mais qui sont de bonne qualité, mais qui peuvent rencontrer plus la gestation le deuxième trimestre, c'est sûr que vous allez, comme producteur, avoir à faire un peu d'ouvrage ou faire vos devoirs pour bien comprendre les cotes de chair. On a une cote de chair de 2 ici. On a une cote de chair. Attendez un petit peu. Moi, j'ai de la misère à voir mes affaires, mais OK. 3, 4 et 5. Au Canada, on a 5 cotes de chair. Aux États-Unis, il y en a 9. On est au Canada, alors on va s'attarder plus à nos cotes de chair jusqu'à 5. Ce qui est important aussi à regarder, peut-être qu'il y a des gens qui savent déjà, peut-être que vous ne savez pas, un point d'état de chair équivaut à combien de poids vifs? Alors, si on est à 2 états de chair et qu'on veut monter ça à 3, bien, il va falloir que la bête gagne 90 kg ou 200 livres de poids vif pour gagner un point de cote de chair. Fait que ça, c'est important à être conscient que si on est à 2 et qu'on veut monter ça à 3, bien, il faut que la vache consomme énormément d'énergie et de protéines pour se mettre 200 livres sur le dos ou 90 kg de poids vif. Ça, c'est important à garder ça en mémoire en tout temps. Alors, on a des options en situation de pénurie de fourrage. La première option, c'était de rationner les fourrages. Si on rationne les fourrages, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, ce tableau-là nous indique un petit peu si on soigne à 90 % des besoins, OK, c'est sûr et certain qu'on va avoir une perte d'état de chair et c'est sûr et certain qu'on va avoir aussi l'estrus ou la chaleur va venir plus tard. OK, on a 58 jours plus tard. Encore une autre fois, gardez juste en mémoire un petit peu la tendance des chiffres. Si on soigne à 100 % des besoins alimentaires d'un animal, la vache va maigrir un petit peu, va perdre de l'état de chair, ça c'est sûr un petit peu, mais ça va prendre moins de temps avant que la chaleur soit apparente et qu'elle puisse revenir en veau. Si on soigne à 110 % des besoins alimentaires, elle a quand même une perte d'état de chair parce qu'une vache, quand ça veille, ça perd du poids, puis c'est juste correct pour stimuler son appétit. C'est comme ça que la nature est faite, elle perd du poids. Mais on peut voir que si on soigne à 110 % de ses besoins, le temps de venir en chaleur va être moindre. Alors, c'est sûr que dans le cas présent, si on se demande est-ce qu'on doit rationner les fourrages, bien, c'est sûr que si on rationne les fourrages, on doit s'attendre à une perte de poids plus élevée que si on ne rationne pas les fourrages. On peut aussi se demander ou se poser la question, est-ce que je peux réduire les besoins du troupeau? Donc, on va les regarder un petit peu. Évidemment que plus la température baisse, là, je parle d'animaux à l'extérieur. Je ne parle pas d'animaux dans une bâtisse parce que dans une bâtisse, ça va être plus facile de réduire les besoins du troupeau. OK? La température est moins variante dans une bâtisse qu'à l'extérieur. Mais quand même, je veux quand même que vous soyez conscient que la température, il fait beaucoup pour augmenter le besoin d'énergie. Ça fait que ce tableau-là, ici, exemple, si on a moins 15 Celsius, avec un vent de 20 km/h, notre température ici pour la bête, c'est moins 21. La zone de confort ici en bas, on peut voir que c'est entre 15 et 20 Celsius. À tous les degrés en bas de 15 Celsius, on doit augmenter de 1 % l'énergie que la bête doit consommer. Alors, à titre d'exemple, ici, l'exemple ici, ce n'est pas tout à fait comme le carré ici, mais si on est à 20 Celsius, ou je vais prendre, exemple, en fait, oui, moins 21. OK? Moins 21, en bas de 15, ça veut dire qu'on a 15 plus 21, 15, 20, 31, 33.
Alors, on peut voir que on a 36 degrés. On doit augmenter 36 de plus le besoin d'énergie de cette bête-là à l'extérieur. Alors, c'est important de comprendre que si on veut réduire les besoins du troupeau, les animaux qui sont à l'extérieur, ça va être difficile pour le producteur d'obtenir ce résultat-là. Bon, je vais passer celle-là, je vais vous montrer cette photo-là ici. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec la température qu'on a eue aujourd'hui, cette photo-là, les animaux sont quand même assez confortables parce que c'est tout gelé. Mais on peut s'imaginer dans 15 jours ou dans 3 semaines, tout dépendant de la région où on est et la température dans laquelle on va se retrouver. C'est sûr que ces animaux-là ici, leurs besoins d'entretien, il va falloir qu'ils montent parce que quand ça va dégeler, OK, il va falloir qu'ils se sèchent pour avoir un poil sec. OK? Puis, en plus, tout dépendant de la profondeur que ces animaux-là vont être, il faut juste garder en mémoire que quand on a 6 pouces de fumier, il faut augmenter 20 de plus l'énergie. Alors, cette photo-là aujourd'hui peut être très correcte avec un sol gelé, mais c'est juste de faire attention. Si on veut vraiment diminuer les besoins du troupeau, aujourd'hui, ce n'est pas si pire, mais dans 2-3 semaines, c'est sûr qu'on va être déficient si on ne soigne pas en conséquence. Ce tableau-là ici, vous allez voir en haut à droite, regardez, c'est pour vous donner les besoins de l'alimentation en énergie et en protéines que j'ai parlé tantôt au tout début. C'est juste pour vous garder ça en mémoire que dans le 2e trimestre de gestation, on a besoin de 55, 48, 50, OK? Puis en protéines, ainsi de suite, 8, 7 et 7. Lorsqu'on regarde nos fameux produits qu'on peut utiliser, l'ensilage de maïs, regardez en jaune, c'est la protéine est ici, à droite, c'est l'énergie. Alors, est-ce que l'ensilage de maïs, est-ce que ça peut rencontrer les besoins dans le 2e trimestre de gestation? Absolument. Alors, pour tous les ingrédients qui sont là, vous pouvez regarder si, dans ces deux tableaux, dans ces 2 colonnes-là, si ça peut rencontrer les besoins dans le 2e trimestre de gestation de notre chère maman. L'autre tableau, c'est d'autres produits, évidemment, que j'ai marqués ici. On a de la paille d'avoine, on a de la paille de blé, on a de la paille de soya, on a de la paille de maïs. La paille de maïs, en passant, c'est évidemment que c'est les gens qui ont récolté le grain, tout le restant de la plante est mis en balle ronde ou en balle carrée. C'est ça, c'est ma paille de maïs que je fais illusion ici. OK? Est-ce que la paille de maïs ici, selon le tableau en haut, est-ce que ça rencontre les besoins au niveau de l'énergie? Dans la paille de maïs, entre 48 et 55. Pourquoi il y a une différence de 48 à 55? C'est qu'évidemment, selon la machine que vous allez utiliser pour récolter votre maïs, il en reste toujours un peu à terre ou dans le feuillage. Fait qu'évidemment qu'il y en a, l'énergie peut être un peu plus forte s'il reste un peu plus de grains dans le champ ou un petit peu moins forte. Mais est-ce que ça rencontre le besoin alimentaire dans le 2e trimestre? On peut voir que il nous en manque un petit peu. OK? Évidemment que la protéine, définitivement, que ça nous en manque. Fait que tous les gens qui veulent utiliser de la paille, OK? Il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut être conscient qu'il nous manque un peu de protéines, puis il va nous manquer probablement un petit peu d'énergie. Est-ce que la drèche de brasserie, pas de problème au niveau des protéines et d'énergie, patates non plus. Et il y a une foule de produits qu'on pourrait mettre là, mais que je n'ai pas mentionné, mais qu'on pourrait éventuellement regarder si ça rencontre le besoin de la vache dans le 2e trimestre de gestation. Alors, évidemment que la question 3, puis le but de ce webinaire-là, c'est de remplacer le bon fourrage qui est dur à trouver, qui est très dispendieux à acheter, OK, par d'autres produits. Alors, on va regarder si avec de la paille, si avec la drèche de brasserie, la drèche de distillerie de maïs, les résidus de patates, ainsi les autres. Et il y en a d'autres aussi que je n'ai pas mentionné. Est-ce qu'on pourrait utiliser ces fourrages-là ou ces sous-produits?
Avant d'aller là, je veux juste être certain que vous, producteurs ou vétérinaires ou agronomes, il y a des choses qu'il faut prendre conscience. Il faut être familiarisé avec les points que je vais parler dans les prochaines minutes. Évidemment, quand on introduit des nouvelles recettes alimentaires, que ce soit en prévention de pénurie de fourrage ou en pénurie de fourrage, comme on l'est actuellement, il y a certaines observations de la part du producteur doivent être prises en considération. Alors, la première chose que je vais regarder un peu avec vous, c'est est-ce qu'il y aurait moyen en prévention, parce qu'on sait parce que là, on ne connaît pas l'avenir, mais depuis 2-3 ans, en tout cas, dans ma région à moi, et dans le bas du fleuve et dans d'autres régions, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, surtout ceux qui achètent, ou même avec la température c'est très sec ou très pluvieux, souvent, il nous manque des bons fourrages. Est-ce qu'on pourrait allonger la saison de pâturage? Ça, c'est la première chose que je vais parler. La deuxième chose, c'est de prendre conscience, est-ce que dans votre troupeau, quand vous vous promenez dans votre troupeau, est-ce que vous prenez le temps de regarder le déplacement de certaines bêtes par rapport à d'autres bêtes au point d'eau ou au point de mangeoire? Est-ce qu'il y a une genre de hiérarchie, OK, dans votre troupeau? Et troisièmement, comment introduire les fourrages avec les systèmes disponibles sur la ferme? Parce que les systèmes disponibles sur la ferme, ça peut être avec une RTM ou ça peut être sans RTM. Puis on va en parler dans ce webinaire-là. Alors évidemment que si on veut prévenir les coups durs, pas monétairement parlant, mais les coups qu'on pense qu'il va y avoir une pénurie, parce que déjà au mois d'août, septembre, on peut voir un peu comment vous allez avoir de fourrage disponible ou combien de fourrage vous aurez à acheter dans les mois d'hiver. Alors, est-ce qu'on pourrait allonger la saison de pâturage? Évidemment que vous avez des idées là-dessus. Je vais juste vous en montrer quelques-uns. C'est sûr qu'à partir, ceux qui sont capables, à partir du mi-août jusqu'à la fin octobre, de ne pas utiliser des sections de pâturage, évidemment que rendu au mois de novembre, on pourrait utiliser ces sections-là de pâturage qui n'ont pas été utilisées et attendre qu'il y ait un 15 cm de neige qui peut tomber, puis on aurait quand même du fourrage disponible. Évidemment, ça serait important de regarder si on doit rajouter des minéraux à libre choix selon la qualité des pâturages. C'est justement le point après. Prise d'analyse du pâturage et résultats à l'appui va vous déterminer si vous devez utiliser des minéraux ou autre chose. Donc ça, c'est une façon d'utiliser, d'extensionner la saison de pâturage si on ne pâture pas milieu mai. Écoutez, ça peut être milieu août. Ça peut être fin août, mais dans le cas présent, j'ai marqué milieu août, aller à octobre. Alors, évidemment que ça nous donne, on va voir, ça, c'est quand même intéressant. Vous allez voir, moi, là, il n'y en a pas de stock à manger là-dedans. Là. OK? On est au mois de fin novembre. Là, ici, il n'y a rien à manger là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce pâturage-là n'a pas été reposé de août aller au mois d'octobre. Tandis que celle-là ici, qui est le champ juste à côté, avoisinant avec, OK, clôturé avec une clôture électrique, c'est que lui, il y a eu une période d'attente. Évidemment qu'il y a plus de stock à manger. Ici, on peut attendre, ça, c'est au début décembre, ça. Fait qu'on peut attendre, ça peut nous rallonger quand même. C'est beaucoup d'argent de sauver ou de fourrage de sauver si la vache peut aller le chercher elle-même. Alors, ça, c'est une façon de voir que est-ce qu'on doit nourrir du minéral là? Si vous faites analyser votre fourrage, votre pâturage, bien, vous allez voir s'il y a assez de protéines, s'il y a assez d'énergie pour rencontrer les besoins de la vache. Mais c'est une façon d'augmenter la saison de pâturage. L'autre façon, évidemment, puis vous allez voir ici, c'est que ça, c'est les gens qui récoltent le maïs, le grain, bien, tout le reste, OK? Tout le reste de la plante peut être pâturé. Évidemment, qu'on l'a vu tantôt avec la paille de maïs, c'est sûr, mais il existe
des petites boîtes comme ça, appelez-les comme vous voulez. Moi, je l'appelle un creep feeder. OK? Il peut avoir 3 tonnes, il peut avoir 5 tonnes, ça dépend de ce que vous allez avoir. Mais cette boîte-là qui va se glisser, skider avec des skis, vous pourriez remédier à la situation que cet ingrédient-là est déficient en protéines et en énergie avec ce creep feeder-là, avec du grain, évidemment qu'il va avoir du grain pour l'énergie, puis il va avoir de la protéine, et il va avoir un limitateur mélanger avec le grain et la protéine, un limitateur de consommation, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec des vaches qui mangent 8, puis 10, puis 15 kilos. On ne veut pas se retrouver avec des animaux qui vont être ballonnés morts à côté, dans le champ. On veut avoir des animaux qui vont rencontrer leurs besoins alimentaires, et cet outil-là est un outil très bien, en autant que c'est bien balancé et en autant qu'il y a un limitateur de consommation. Ça se vend, ça s'utilise, j'invente rien, ça fait des décennies que ça existe. Alors, il y a une autre façon aussi pour rallonger notre temps de pâturage. On a entendu parler, si vous n'avez pas entendu parler, c'est qu'on fauche le pâturage ou on fauche un champ de foin, OK? Puis on le met en andin et on attend, on le laisse au champ et on attend au mois de fin octobre ou milieu octobre, tout dépendant de la situation que vous êtes, puis l'endroit où est-ce que vous êtes au Québec. On attend qu'on puisse utiliser ça dans la neige. Parce que les vaches, aller jusqu'à 6 pouces de neige, ils vont trouver la bouffe en dessous. C'est sûr que ça va être difficile s'il y a 10 pouces de neige, puis qu'il y a plu, puis c'est de la pluie glaçante, ça va être difficile. Mais je peux vous dire que ces animaux-là, que ce soit n'importe quelle race, croisée ou pur sang, ils ont l'instinct de survie, puis ils vont aller chercher ce fourrage-là en dessous de la neige. Évidemment que ça va vous donner une chance d'extensionner votre saison de pâturage. Fait que ça, j'arrive à un sondage. Je ne sais pas si c'est moi qui présente la question. Le sondage est lancé. La seule chose que j'ai à rajouter sur cette question-là, cette question-là doit se poser en période hivernale et non pas en période estivale de pâturage. Alors, cette question-là est uniquement posée pour la saison d'hiver. Moi, je peux continuer, si je présume. Alors, si je vois les résultats ici, la génétique est 12% des gens ont répondu la génétique, 75% l'espace restreint à la mangeoire, les infestations parasitaires 4%, la température extrême 6% et les minéraux et vitamines servies 3%. C'est très bien parce qu'on va arriver justement à ce petit déplacement-là de vache dans une aire d'approvisionnement. Tantôt, je posais pas la question, mais j'insistais sur le fait que les producteurs doivent, à un moment donné, observer les va-et-vient dans un troupeau de qu'est-ce qui se passe avec, y a-tu des bosses, y a-tu des vaches qui sont plus timides? C'est un petit peu, cette diapositive-là vous explique très bien. OK, c'est sûr que c'est 2 vaches, une en rouge et l'autre en noir. En fait, ce n'est pas la couleur de la robe, là, c'est juste pour vous montrer le cheminement que la vache ici dans une heure. OK, on part ici à 4h42, on se termine à 5h25. Ici, on peut voir que le bol d'eau est là et la mangeoire est ici et qu'il y a une autre vache qui part à 4h42 puis qui se termine à 5h46. Alors, ça, on peut voir ici ce qui est très, très timide,
Et on a notre vache ici qui est probablement la bosse. Alors, on peut voir que la bosse, elle, il n'y en a pas de problème. Elle va aller manger plusieurs fois dans la mangeoire. Elle va aller là, elle va revenir ici. Elle peut peut-être retourner là. Elle va revenir ici, juste pour être certain que notre petite vache ici, qu'elle ne puisse pas avoir un pouce de bouffe. Puis souvent, si vous regardez, puis je suis certain que vous avez déjà reconnu ça, les yeux, la vache ici, elle n'a pas besoin de se déplacer, elle a juste besoin de regarder la vache qui est timide. C'est assez. C'est sûr que ça me fait penser aux humains, là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui se passe dans le monde des animaux également. C'est que juste le regard va faire fuir la vache ici en rouge, de ne pas aller manger trop. Elle a juste un petit peu de temps probablement qu'elle s'est pointée là parce que notre fameuse grosse vache est rendue ici et elle n'a pas le temps d'aller à court pas assez vite. C'est juste pour vous montrer que c'est sûr qu'il y a une hiérarchie. Et ce que vous avez mentionné, la réponse, tantôt 75 bien, vous êtes pas mal la largeur, l'espace de mangeoire, vous avez trouvé juste et il va falloir remédier à la situation. Et comment remédier à la situation? C'est ça ici. Ça prend entre 30 et 36 pouces d'espace de mangeoire entre les vaches, par vache, excusez-moi, par vache, pour donner la chance à notre chère petite vache de pouvoir aller manger. Ça peut être, on va aller voir ici les systèmes, moi j'appelle ça un système H, ça peut être aussi des mangeoires à balles rondes qu'on utilise chez vous, ça peut être des mangeoires linéaires de béton, on va aller voir tantôt la photo, on va avec des carcans d'acier ou des carcans de bois. OK? Évidemment, ça, c'est notre système H. Le système H, c'est qu'on peut positionner nos balles rondes ou balles carrées avec un système électrique. Évidemment, ici, c'est des morceaux, c'est des planches de bois, mais personnellement, l'important, c'est d'avoir des poteaux ici très solides, ancrés dans le sol, ici aussi, OK, rectangulaires. Et on peut mettre, si vous avez 100 vaches, on a parlé de 3 pieds tantôt, mais ça prend 300 pieds. Ça veut dire que toutes nos balles rondes ici, il faut aller chercher 300 pieds de balles rondes. Et vous pouvez mettre une autre ligne en arrière ici, puis une autre ligne en arrière, parce que c'est tout clôture électrique. Et l'électricité, est-ce que ça va fonctionner l'hiver? Ça va fonctionner en autant qu'on ait mis nos balles l'automne, OK, que le sol ne gèlera pas en dessous. Et évidemment que vous le savez, l'électricité, aussitôt qu'elle touche, elle va se grander à cause que ses pattes vont être dans un milieu qui ne sera pas complètement gelé et le choc va suivre. Alors, on n'est pas obligé de mettre du bois ici, on peut mettre que des clôtures électriques. Alors, ça va vous donner un peu semblable à ça, OK? Si vous avez 100 vaches ou 50 vaches ou 250 vaches, 250 vaches, ce n'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué. On peut les vaches peuvent manger ici 125 vaches, 250. Ça fait 125 vaches sur ce côté ici, puis 125 vaches sur l'autre côté, parce que le fil électrique va glisser. On peut voir ici que le fil électrique va glisser vers les balles. Alors, tous les animaux vont avoir de l'espace pour manger en même temps, en autant qu'on ait 3 pieds de mangeoire ou 3 pieds par vache. Alors, c'est un système qui travaille très bien, mais c'est sûr et certain que ce qui est important, c'est nos fameux poteaux. Ça, ce n'est pas rentrer 6 pouces dans la terre, c'est rentrer 2, 3 puis 4 pieds dans la terre. Parce que sinon, on va mettre beaucoup de tension sur le fil électrique ici. Il faut bander ça bien tête. Ça veut dire que les coins vont être très sollicités. L'autre système, on connaît pas. OK, ça, c'est des systèmes de balles rondes qui sont améliorés, OK, comparativement. Excusez-moi. Comparativement à ça, écoutez, aujourd'hui, la technologie nous donne beaucoup de chance d'avoir des meilleurs instruments. Ça, c'en est un. L'important, encore une autre fois,
la plus grosse ou la plus petite, savoir qu'est-ce qu'elle doit manger. Ça ici, ce que je vous ai parlé tantôt, des mangeoires sur le béton ou en bois. OK? Le deuxième sondage. La question. Quel est votre coût d'alimentation incluant les fourrages, grains et minéraux par vache par jour pendant l'hiver? Est-ce que c'est 2 $? Est-ce que c'est 4 $? Est-ce que c'est 6 $ par jour ou je ne sais pas? Alors, prenez le temps d'y penser. Moi, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Parce que là, on va tomber dans des exemples de rations sans RTM. Tantôt, je vais arriver avec des RTM. Alors, ici, il y a 22 qui c'est 2 $ par jour. Il y a 30 qui c'est 4 $ par jour. 14 6 $ par jour. Il y en a 33. Le tiers, je ne sais pas. Alors, pour ceux qui n'ont pas de RTM, et ça n'a rien à voir, est-ce qu'on doit avoir une RTM ou pas? Ça n'a rien à voir avec ça. On n'a pas de RTM. Comment on peut alimenter nos animaux avec les ingrédients que ici, je vais tasser un petit peu mes affaires. Ici, on voit qu'on peut utiliser de l'avoine. C'est sûr que n'importe quel grain va être là. OK? J'ai marqué un prix. L'important, c'est de savoir quel prix ça tonne, combien ça coûte la tonne livrée. Paille de soya, paille de maïs. J'ai des prix que j'ai mis ici. Ce n'est peut-être pas les prix que vous allez avoir chez vous. C'est un exemple de recettes qu'on va voir si on peut les utiliser ou on ne peut pas les utiliser. Alors, on a du foin de luzerne jeune, on a du foin de graminées mature. Évidemment, ici, on a des minéraux et des vitamines. Ce qui est important à mentionner, c'est que ici, quand je parle d'urée, c'est un prémix de minéraux avec deux sources d'urée. Urée standard qu'on connaît et urée à relâchement lente. De plus en plus, moi, en fait, ça fait déjà 5-6 ans que les producteurs utilisent ça, que je conseille d'utiliser ça. Donc, il y a deux sources d'urée là-dedans. L'urée, c'est un bon produit en autant qu'on sache comment l'utiliser. Mais l'urée à relâchement lente, c'est un produit qui est beaucoup plus sécuritaire. Et c'est très bon pour l'heure humaine, pour les bactéries de l'heure humaine. Alors, on peut voir ici que la recette 1, on va jusqu'à la recette 5. Et n'oubliez pas ici, c'est notre énergie qu'on doit avoir dans le deuxième trimestre de gestation et le niveau de protéines. Fait évidemment que dans cette recette 1-là, on peut voir que c'est une recette de 9,98 et énergie 56. Est-ce que ça rencontre les besoins de notre deuxième trimestre de gestation? Vous pouvez vérifier. Ça, c'est 3 kg d'avoine, 10 kg de paille de soya avec du minéral et protéines. La deuxième recette, uniquement, on n'a pas de pénurie, on a du foin en masse. OK? L'heure humaine, les ruminants sont faits pour manger du fourrage. Il n'y en a pas de problème. Ça dépend comment ça vous coûte. J'ai fait une recette. Est-ce qu'on va être dans les prix? Est-ce que ça rencontre les besoins alimentaires? Définitivement, oui. Troisième recette, on a de l'avoine, on a de la paille de maïs que j'ai mentionné tantôt et que j'utilise aussi parce que j'ai des animaux. Ça fait 35 ans que j'en ai. Évidemment que je suis dans le même bateau que vous quand il y a des pénuries. J'achète tout le fourrage, moi. Moi, j'utilise énormément le pâturage, mais durant l'hiver, j'achète tous mes fourrages. Fait qu'évidemment que je magasine puis je regarde qu'est-ce que je peux faire. Et cette année, j'en utilise de la paille de maïs et il semblerait que c'est pas mal correct. Est-ce que ça rencontre les besoins alimentaires de la vache? On a 8 de protéines, on a 54 d'énergie. Évidemment qu'il faut donner du grain avec ça et de la protéine. Recette numéro 4. 3 kg de grain, OK, 7 kg de paille de maïs, 3 kg de jeune luzerne. On n'a pas besoin de donner de l'urée. Mais si je donne la luzerne ici, il va falloir utiliser le système H que je parlais tantôt, les clôtures électriques, pour pas qu'ils mangent. Parce que c'est évidemment que si on laisse le choix à nos chers mamans d'utiliser ou de la paille de maïs ou de la luzerne jeune, vous savez le résultat.
luzerne avec un système qu'on va être capable d'avoir le contrôle, parce qu'on n'a pas de RTM. Le dernier modèle ici, la dernière recette, c'est avec l'ensilage de maïs et de la paille de maïs. Est-ce que ça est l'urée et minéraux? Est-ce que ça va rencontrer? Oui, ça va rencontrer, mais évidemment qu'il faut trouver une façon de limiter notre ensilage de maïs. Alors, au niveau des coûts, on a à 3,94 $ par vache par jour, 3,52, 3,20, 3,10, 2,66 avec l'ensilage de maïs que j'ai mis à 55 $ la tonne. Alors, puis la paille de maïs à 175. C'est des choses à regarder. Évidemment que si on utilise la paille, et je pense que je dois accélérer un petit peu, si on utilise la paille, évidemment qu'il faut donner une façon de donner du grain. Alors, c'est la même façon, ça c'est que j'ai mentionné tantôt, le Creep Feeder, ça c'est homemade, c'est fait par des producteurs. L'autre est fait commercialement. Alors, ce n'est pas le même coût, ce n'est pas la même capacité. Là-dedans, on peut mettre 3 tonnes. L'autre, je pense qu'on pouvait mettre 6-7 tonnes. Alors, ça, c'est une façon qu'on peut utiliser du grain à volonté avec un limitateur de consommation, évidemment, comme j'ai mentionné. Troisième sondage. Parce que quand on va parler de pénurie de fourrage, évidemment, comme j'ai mentionné au tout début, le producteur va falloir qu'il regarde ses bourses de vache. Parce que les bourses de vache vont lui dire énormément d'informations. Parce que moi, quand je vais voir des producteurs, quand je vais voir les animaux, je n'ai pas vraiment de questions à poser aux producteurs. La seule chose que je veux voir, c'est qu'est-ce qui sort en arrière et qu'est-ce qui passe par en avant. Alors, j'aimerais que les producteurs aussi puissent développer ça. Quelle est la relation entre la consistance du fumier et la santé ruminale du bovin? Est-ce que c'est la quantité d'eau consommée? Est-ce que c'est le niveau de sel trop élevé dans l'eau? Est-ce que c'est la protéine de la ration? Est-ce que c'est la santé globale de l'animal? Ou est-ce que c'est les minéraux et vitamines servis? Alors, qu'est-ce qui va nous montrer? Qu'est-ce que les bourses de vache, qu'est-ce que le fumier va nous dire? Alors ça, c'est important, surtout dans les pénuries, parce que quand on soigne que du fourrage de bonne qualité, le fumier va toujours être pareil. Mais si on commence à utiliser des sous-produits, bien, ça se peut que ça change. Résultat que j'ai ici, la protéine de la ration, 58 %. La santé globale de l'animal, 32 %. Les minéraux et vitamines servies, 4 %. Le niveau du sel trop élevé dans l'eau, personne n'a répondu à cette réponse de cette façon-là, je dois dire. Et la quantité d'eau consommée, 6 %. Bon, évidemment que je pense que les gens, puis je suis content de voir que vous êtes très alerte au niveau de protéines des fourrages que vous allez soigner à vos vaches. Évidemment, ça, c'en est une, ça, si je ne me trompe pas, une paille de maïs. OK? La photo n'est pas parfaitement, j'aurais aimé vous montrer, ça a l'air d'être assez sec comme fumier, OK? Comparativement à ça ou ça. OK? Évidemment que j'aimerais les sous-produits ou l'alimentation d'hiver que vous allez donner, c'est parfait. Évidemment que la protéine, principalement, la réponse est parfaite. Il pourrait y avoir d'autres réponses, mais c'est ce que je cherchais. La première chose que je vais vérifier, c'est est-ce qu'il y a assez de protéines dans vos recettes selon l'état de vos fumiers. Là, on va tomber avec les producteurs qui ont une RTM. OK? C'est sûr qu'avec il y a des avantages, puis il y a des désavantages de ce système-là, comme il y avait des avantages et des désavantages quand on n'a pas de RTM. Meilleure homogénéité avec une RTM, évidemment, que la vache qui va manger, chaque bouchée va être mieux balancée. OK? Un autre avantage avec la RTM, c'est qu'on peut utiliser beaucoup d'autres sortes de produits humides. Drèche de distillerie, drèche de brasserie, patates, puis il y en a plein d'autres. OK? Un des désavantages d'une RTM, évidemment, qu'on a un prix à payer pour investir dans cette machine-là, dans cet équipement-là, mais je peux vous dire que l'investissement d'une RTM va vous sauver énormément
et de sous sur une longue période d'années. Alors, c'est de voir avec est-ce qu'on doit investir ou pas, vous décidez, mais on peut utiliser, si on a des pénuries de fourrage à plusieurs années encore, puis souvent, c'est plus facile avec une RTM. Ça ne veut pas dire que ça se fait avec 100 RTM. Ça fait 35 ans que j'en fais, mais il y a des plus et des moins qu'il faut quand même peser dans la balance. Bon, là, on va voir des exemples. OK? N'oubliez pas que ce petit tableau-là à droite complètement, c'est juste pour nous comparer avec le deuxième trimestre de gestation. On a de la drèche de brasserie, on a tous ces ingrédients-là. Je ne passerai pas les énumérer, vous pouvez les voir. On a 5 recettes. On a, sur une base de matière sèche, les protéines de ces recettes-là. Est-ce qu'ils rencontrent le deuxième trimestre? Absolument. Est-ce qu'au niveau de l'énergie, est-ce qu'ils rencontrent? Absolument. Sinon, je serais dans le trouble. Je suis posé de balancer ça comme il faut. Mais on peut voir que le coût, OK, on est quand même à 3,71 par vache par jour, 3,23, 3 2,85, 2,95. Fait qu'on a quand même une bonne différence de prix, même si on utilise une RTM, puis même si on a des produits humides qu'on peut utiliser beaucoup. L'exercice que va falloir que vous fassiez, ça c'est sûr, avec des gens qui sont capables de vous aider, c'est de voir un peu quelle recette, avec les ingrédients que vous avez dans votre région, pour qu'ils soient balancés, qu'est-ce que je peux utiliser? Les points à retenir. J'ai parlé de cote de chair tantôt, évidemment, que vous devez de voir des cotes de chair différentes dans d'autres troupeaux que quand vous arrivez dans votre troupeau à vous, on les met, sont-ils à 2? Ça peut être 2,5. Parce que là, je n'ai pas parlé de demi-point. Mais oui, souvent, on parle de demi-point. OK? Sont-ils à 3? Sont-ils à 5? Ça, c'est important de connaître votre cote de chair facilement. Puis c'est important de le mentionner aussi à les autres employés qui travaillent avec vous. Impliquez-les pour savoir quelle cote de chair que vos vaches ont. Deuxième point, on sait ça, les vaches de boucherie sont capables de s'adapter à différents types de rations. Les ruminants, c'est extraordinaire comme une machine, c'est des industries incroyables. OK? Puis ils sont capables de s'adapter à pas mal n'importe quoi. Mais il faut quand même connaître les principes alimentaires de base et respecter l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Alors, c'est important de laisser de l'espace à la mangeoire. Okay? C'est important d'éviter d'utiliser des bons systèmes pour soigner peut-être de la paille ou de l'ensilage de maïs. On ne peut pas laisser ça à volonté parce qu'il va y avoir trop de pertes, il va y avoir des problèmes. Est-ce que le rationnement des fourrages, on en a parlé au tout début, ça entraîne automatiquement une perte de cote de chair? Qui dit perte de cote de chair dit mise en veau plus longtemps. Ça va prendre plus de temps avant qu'elle revienne en veau qu'elle colle. Notre prochaine batch de veau l'an prochain va arriver plus tard. Ce n'est pas ça qu'on veut. OK? Est-ce que, ça c'est bien important, le numéro 4, c'est de connaître vos coûts d'alimentation. Puis mettre les bons chiffres. OK? Puis de ne pas avoir peur de dire, Caroline, André, j'ai payé trop cher, il faut absolument que j'essaie de trouver une façon ou que je peux avoir un coût d'alimentation moindre dans une pénurie. Parce que là, le foin est cher, mais les sous-produits aussi, tout est à la hausse. La protéine est toute montée, ça tire tout vers le haut, tous les sous-produits. C'est important de connaître nos coûts d'alimentation. Toujours, au dernier point, toujours chercher une stabilité dans les ingrédients utilisés. Éviter d'avoir de la patate pendant un mois de temps, puis après ça, plus de n'avoir. Éviter d'avoir de la paille pendant 2 semaines de temps, 3 semaines, puis avoir une autre sorte de paille ou une autre sorte d'ingrédient. Ça prend 6 à 7 jours pour que les bactéries du rumen puissent s'adapter à la nouvelle alimentation. Si vous changez à tous les 10 jours ou 15 jours, pouvez-vous vous imaginer comment que la flore bactérienne peut être chambardée? Puis n'oubliez pas que ce n'est pas la vache qu'on soigne, c'est les bébés qu'on soigne. Si les
ils ont des problèmes, c'est sûr que la vache va avoir des problèmes. Alors, gardez une stabilité dans vos ingrédients, dans vos recettes. Ça ne veut pas dire de ne pas changer, mais de laisser le temps aux bactéries. 6 à jours de s'adapter. Après ça, gardez cette recette-là pour un bon bout de temps. Alors, je pense que je suis dans le montant. Je voudrais remercier les gens du MAPAC, évidemment, pour l'organisation de ces 3 webinaires-là qui sont, à mon sens, à moi, très importants et très bien faits. J'aimerais aussi remercier la compagnie Nutrition Bœuf 3H Inc. qui me donne la chance de travailler avec les producteurs de veaux et les parcs d'engraissement québécois, ontariens et maritimes, que ce soit pour le bœuf conventionnel ou sans hormones ou sans antibiotiques. J'aimerais vraiment remercier Mme Joanne Tessier, qui est une aide très précieuse, qui est une agronome qui travaille pour le MAPAC et qui est très professionnelle dans ce qu'elle fait. C'est très important pour moi de mentionner. Et merci beaucoup à vous tous, les producteurs, vétérinaires, agronomes, d'avoir me donné la chance de parler d'une passion, de mes passions. Alors, sur ça, je vais remettre la parole à qui de droit. Bien, merci beaucoup, André, pour votre conférence. Nous poursuivons la période de questions. Alors, Andréane et Antoine se joignent à nous. Soyez à l'aise de poser toutes les questions. On va les transmettre à André, puis il va vous répondre. Merci. Oui, Monsieur André, j'ai une première question. En quoi consiste finalement le limitateur de consommation? Vous avez dit que c'est connu, mais physiquement, là, c'est quoi qu'il y a dans la cabane qui va faire que les animaux vont consommer juste ce qu'il faut, pas trop? Bien, en fait, les limitateurs de consommation, il en existe quelques-uns sur le marché. L'idée, c'est de demander à vos nutritionnistes ou représentants de partager ces informations-là. Je ne voudrais pas non plus parler de différents produits. Ce n'est pas le but, hein, mais c'est bien de comprendre qu'il y en existe, ça fonctionne, et demander à qui de droit pour vous aider à utiliser ces produits-là. C'est des produits qui ne sont pas vraiment dispendieux. Mais ça fonctionne vraiment, puis c'est très important. C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que je ne voudrais pas mentionner quelques produits que ce soit. Là, tu sais. Mais peut-être, M. Hould, en fait, c'est un additif qu'on va rajouter dans la moulée Oui, ou c'est dans la moulée déjà? Exactement. Ça, c'est très bien expliqué. En fait, vous allez faire balancer une recette. Protéines, énergie, selon l'alimentation que vous allez choisir de prendre. Et évidemment que là-dedans, il va y avoir minéraux, il va y avoir énergie, ça peut être différentes sortes de grains, ça peut être juste une sorte de grain. Et il va y avoir de la protéine. Ça peut être de la protéine naturelle, ça peut être de l'urée, comme j'ai mentionné tantôt, urée relâchement lente ou urée standard qu'on connaît, ou un mélange de tout ça. OK? Et on va rajouter au moment de la fabrication ces produits-là pour limiter la consommation. Pour ne pas se retrouver avec des animaux qui vont manger 8 kilos ou 10 kilos. Donc, on avait aussi une question sur, en fait, c'est un producteur au nord de l'Abitibi qui avait une question concernant, pour une saison de pâturage qu'on dit normale, là, pas en sécheresse, ce serait quoi les superficies qu'on viserait nécessaires pour faire un été de pâturage, une superficie par vache? Bon, écoutez, il y a toutes sortes de réponses. Moi, la réponse que je vais vous donner, c'est que si on veut maximiser le pâturage de milieu mai à milieu novembre, évidemment, la réponse que je vais vous dire, c'est 3 acres par une vache veau. OK? De milieu mai, milieu novembre, c'est possible. Évidemment que s'il y a des gens qui vont vous dire 1 acre et demi, c'est en masse, probablement que là, on va commencer à soigner peut-être à milieu août. Mais si on veut maximiser à 100% le pâturage au Québec,
ou à Sherbrooke, de milieu mai, milieu novembre, ça vous prend 3 acres par vache bouc. Parfait. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que la pulpe de raisin de vignoble peut être intéressante et avoir une valeur nutritive intéressante? Absolument. Je vais vous dire qu'il n'y a pas grand-chose que cette industrie-là, qu'on appelle une vache ou ruminant, ne peut pas utiliser. Effectivement, il y a des belles propriétés avec l'ingrédient que vous venez de mentionner. La seule chose, c'est d'en avoir régulièrement, la faire analyser sur une base régulière pour voir s'il n'y a pas des différences de protéines, énergie ou matière sèche, et d'en avoir une base régulière. Pas avoir ça pendant 3 semaines, de toute façon, on n'a plus. Alors ça, c'est bien important. Les points à retenir tantôt, la consistance de recette, c'est très important. OK. Vas-y, Andréane. Donc, on a parlé de la superficie en fonction de la durée des pâturages qu'on veut. On veut finalement être autonome justement avec notre pâturage. Mais est-ce qu'il y a d'autres stratégies qu'avoir une plus grande superficie par vache pour justement étirer nos pâturages l'automne? C'est un petit peu comme j'ai mentionné, on peut à un moment donné, durant l'été, milieu août, aller à milieu octobre ou fin octobre, on pourrait éviter d'envoyer les animaux pâturés si on a assez grand de pâturage. Puis ça, c'est d'une année à une autre. On ne sait jamais ça, mais je vais vous dire quelque chose. Depuis quelques années, moi, je pense sérieusement avoir des systèmes d'irrigation pour les pâturages. Parce que c'est sûr que ça va être un investissement majeur, mais y a-t-il quoi de pire de dire, ben là, moi, je planifie tant d'animaux pour cet été avec tant d'encre de pâturage. À un moment donné, on n'a plus d'eau depuis juillet, août, c'est sec, sec, sec. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que, oui, je pense que, il faut essayer d'avoir assez grand terrain pour se garder mi-mai, excusez-moi, mi-août, aller jusqu'à fin octobre, une place qu'on ne pâturera pas, ou commencer à penser avec un système d'irrigation. OK. Une autre question. Est-ce que c'est au niveau de la séquence d'alimentation? Est-ce que c'est pas recommandé de donner des grains et ensuite du foin quelques heures plus tard? Parce que dans le cas qu'on donne du grain, c'est le grain qui est dans l'estomac pour un certain temps, puisque ça peut causer des problèmes. Ce qui est bien important, pour moi, je ne vois pas vraiment de problème avec ça. La seule chose qu'il faut être certain, c'est que tout le monde puisse manger en même temps le grain. L'espace de mangeoire. Ça, on ne peut pas en sortir. Si on veut donner 2 kilos à tout le monde, il faut que ce soit la longueur dans le champ ou n'importe quel système. Si on ne met pas de limitateur, si on n'utilise pas de creep feeder, là, mais si on donne du grain avant le foin, écoutez, de toute façon, dans les recettes alimentaires que j'ai mentionnées, on ne donne quand même pas beaucoup de grains. Alors, ça ne chambardera pas la flore bactérienne, en autant qu'on fait toujours la même chose à tous les jours et que tout le monde puisse manger en même temps. OK. Merci beaucoup. À part la protéine qu'on regarde dans le fumier, ce serait quoi les autres indicateurs importants? Ce serait quoi la consistance de fumier idéale? Bien, en fait, le niveau de sel dans l'eau, parce qu'il y en a des places au Québec, le niveau de sel dans l'eau que les animaux boivent est très élevé. Donc, oui, ça peut changer la consistance du fumier. Certains éléments mineurs aussi en excès vont changer la consistance du fumier. Trop de protéines, quand on pense à un beau pâturage d'été au stade végétatif, ça, on pourrait en parler longtemps, de mes préférences, mais au stade végétatif, c'est sûr que le fumier, il y a un excès de protéines. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui peuvent changer la texture du fumier. La plus belle bourse de vache que moi, j'aimerais voir, c'est une bourse, si je pourrais revenir, je ne sais pas si je peux revenir, ou dans les photos, il y en avait une qui était sec, l'autre qui était vraiment trop
se tient. Quand ça tombe, ça se tient. OK? Alors, ça, c'est la texture du fumier que je recherche. Que ce soit avec un pâturage, mais les pâturages, c'est sûr qu'on n'a pas toujours le contrôle, mais évidemment qu'un pâturage trop végétatif, on va toujours avoir un fumier qui va être lousse, pas liquide, mais lousse, puis on va toujours avoir une perte d'azote, puis de phosphore, puis de calcium, parce que le temps de passage dans l'animal est trop rapide. Alors, si de l'autre côté, si notre pâturage est en graines, OK, vraiment à l'extrême, mais là, notre fumier va être vraiment trop sec. Il faut avoir, c'est facile à dire pour moi, mais c'est difficile à gérer parce que la saison avance en temps, il y a différents facteurs, mais au moins quand on sait quelle sorte de fumier qu'on veut, on peut chercher ces situations-là à répéter. OK. J'ai un monsieur ou une madame, je ne sais pas trop, qui il a apprécié les tableaux que vous avez présentés pour chaque trimestre. Ce monsieur-là a des interrogations parce que quand vous avez mis un paquet de recettes, là, c'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement tous présents dans une région. Exemple, les Andelins sous la neige, la drèche, les patates, les résidus de patates, la paille. Mais il faut quasiment y aller avec ce qui est disponible dans la région, puis à cause des coûts de transport, etc. Oui, effectivement. Moi, ce que j'ai mentionné, c'est probablement des produits les plus populaires qu'on rencontre plus souvent, mais n'importe quelle région du Québec ou des Maritimes ou en Ontario, c'est sûr qu'il y a des produits qui peuvent être disponibles et qui peuvent être utilisés pour ces vaches, pour les ruminants. L'idée, c'est d'en avoir régulièrement, de faire analyser ces produits-là et de les faire balancer par des gens qui connaissent ça pour comment balancer ces choses-là. C'est juste ça. Donc, on avait une question concernant la fertilisation des pâturages. Est-ce que ça serait une avenue possible, la fertilisation au printemps, pour justement là, allonger notre saison de paissance? Bien, absolument, ça c'est sûr. Puis ça peut être au printemps, puis ça peut être au mois d'août aussi, selon la température, selon l'humidité. Effectivement, que les pâturages, et c'est pas, puis je vais être honnête avec vous, c'est pas ma force, la fertilisation des pâturages, les rotations, oui, puis l'observation des plantes, oui, mais évidemment qu'on doit mettre des engrais, OK, au bon moment, pour maximiser la production végétale pour l'apaisance. Mais ce n'est pas nécessairement toujours au printemps ou à l'automne. Ça va, la température va vous dicter à quel moment, mais évidemment que de l'azote, un bon coup de fouet. Mais ça, ce que la terre va donner, il faut le remplacer. Alors ça, c'est important à comprendre. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas ma spécialité, puis je ne voudrais pas trop dire n'importe quoi à ce sujet-là, au niveau de la fertilisation des pâturages. Une autre question, mes vaches sont à l'extérieur puis ils sont au foin sec. Est-ce que je dois donner absolument du grain puis quel grain? Bien, pour répondre à cette question, première des choses, il faudrait savoir l'analyse de votre grain, de votre fourrage, excusez-moi. OK? Et comparer cette analyse-là avec les besoins alimentaires que j'ai mentionnés tantôt, deuxième trimestre, troisième trimestre, premier trimestre de gestation. Normalement, si on regarde dans les tableaux que j'ai mentionnés, au niveau des différents fourrages qu'on connaît, ou différents ingrédients, le foin sec, là, même s'il est fait au mois d'août, il n'y aura aucun problème à donner ça à des vaches en deuxième trimestre de gestation et en troisième dernier trimestre de gestation non plus. Parce que ça rencontre les besoins alimentaires. Le problème avec ça, et tantôt je l'ai mentionné, c'est comment ça se fait que dans un même troupeau, on a des cotes de chair de 2 et on a des cotes de chair de 5. La réponse que plusieurs producteurs ont répondu, c'est que le manque d'espace par vache. Alors souvent, comme j'ai mentionné, il y a à peu près juste de la paille là, qui ne rencontre pas les besoins alimentaires.
évidemment qu'au niveau de l'énergie et de la protéine, c'est trop bas. Mais à part de ça, n'importe quel foin fait de bon temps, de beau temps, ça ne veut pas dire que fait au mois d'août, s'il est fait de beau temps, il n'y aurait aucun problème. Souvent, ce n'est pas la protéine qui est déficiente chez les ruminants, c'est l'énergie. Alors, c'est important là, de faire analyser vos fourrages pour répondre à votre question et voir s'il y a assez d'espace de mangeoire par vache pour pouvoir consommer. Merci. Donc, on revient au fumier un peu. On avait une autre question sur le fumier. Une productrice se demandait si la quantité de grains qu'on voit à l'intérieur du fumier pouvait être un bon indicateur de voir finalement si les animaux utilisent bien l'ensemble du grain, finalement la digestibilité du grain. Par exemple, si on donne du maïs grain puis on le retrouve dans le fumier, est-ce que ça peut être un indicateur? Effectivement, ça peut être un indicateur, mais il faut faire attention. C'est sûr que ça serait intéressant d'en reparler dans un autre webinaire, mais grosso modo, il faut faire attention parce que si on donne beaucoup de grains, puis qu'on le casse très, très, très fin, OK, on ne le verra pas dans le fumier. Si on ne donne pas beaucoup de grains puis qu'on le donne rond, tout dépendant des fourrages aussi, parce qu'il y a toujours un balancement entre fourrage et grains, OK, puis on ne donne pas beaucoup de grains rond, mais on le voit dans le fumier. Il faut faire attention. C'est pas vraiment. En fait, ce qu'il faudrait faire, puis que je fais souvent, puis que je fais encore, c'est qu'à toutes les fois que vous voyez du grain dans le fumier qui semble être rond, tu prends le grain dans tes mains, tu nettoies un petit peu, OK? Tu prends ton canif, tu le coupes en deux. Puis il reste encore de l'amidon, parce que quand on coupe un grain en deux, OK? C'est quoi qui est blanc en dedans? Ça, on appelle ça de l'amidon. Alors, s'il y a plein d'amidon encore, effectivement que cette recette-là n'est pas tellement efficace. Mais souvent, c'est qu'on peut prendre, il semblerait avoir un beau grain, mais le grain, il est vide quand vous le coupez avec un canif. Quand vous le prenez dans le tas de fumier, dans la bouse de vache, vous prenez le grain dans votre main, OK? Il faut juste après ça faire attention pour se laver les mains puis le couteau. Là. Parce que des fois, il y en a qui vont prendre le couteau, puis on va prendre une pomme parce qu'on a faim, puis on va prendre le même couteau, puis on va couper un beau petit morceau, mais juste parce que c'est déjà arrivé. De toute façon, c'est pas grave, ça, c'est pas tellement grave de toute façon, mais l'idée pour répondre à la question, là, c'est vraiment de prendre le couteau, couper le grain, voir s'il y a de l'amidon encore dedans. J'ai une autre question ici. Que pensez-vous de l'avoine en alimentation animale? Oh, ça, c'est une question que j'aime répondre. L'avoine, c'est le meilleur grain qui existe actuellement, à mon sens, à moi, au niveau de la qualité de grain. C'est un grain qui a ses avantages, puis il y a des désavantages, mais il y a beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Les avantages, la qualité de protéines, les acides aminés, quand on parle de protéines, ça, c'est une belle question parce que tous les ingrédients qu'on mentionne, il y a une qualité de protéines qu'on doit regarder et qu'on ne parle jamais. Alors, les qualités de protéines, on parle des acides aminés. Une chaîne avec tous les maillons, toute la chaîne, c'est la protéine. Tous les maillons, c'est des acides aminés. L'avoine est balancée dans tous les acides aminés qui sont nécessaires pour les ruminants. Le maïs, c'est le pire grain au niveau des acides aminés parce qu'il n'y en a pas de lysine, il est très mal balancé. Mais le maïs est très riche en énergie. Le désavantage de l'avoine, c'est qu'il n'est pas assez riche en énergie. Par contre, quand on parle de vache, faire du lait ou de la croissance, l'avoine a toujours sa place parce que l'avoine, en passant, ça devrait être donné rond, ça. On ne devrait jamais casser ça parce que l'animal, quand il mange de l'avoine, il fait beaucoup de salive. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une bête fait beaucoup de salive? Ou, au niveau du rumen, ça va faire un effet buffer. Alors, évidemment que tantôt, c'est ce que je disais, on ne soigne pas la bête, on soigne les bébites dans le rumen. Si les bébites sont de bonne humeur, la vache va être de bonne humeur. Si les bébites ont une acidité trop basse, ils meurent. Alors, l'avoine, l'animal, lui, il donne un outil aux bébites en faisant
vite, sont de bonne humeur, tout le monde va être de bonne humeur. L'avoine, c'est un gros avantage, sa fibre, sa qualité de protéines et sa qualité d'amidon. Parce que, évidemment, quand on parle d'avoine, on pense aux griots, okay, aux petits-enfants, aux petits veaux. Alors, c'est une qualité d'amidon qui est beaucoup plus élevée que les autres qualités d'amidon des autres grains. Mais l'avoine a ses limites. Fait que, évidemment que l'avoine, c'est excellent, mais il y a d'autres grains aussi qui sont excellents. L'important, c'est de bien balancer, de bien comprendre au niveau de la qualité des acides aminés et la qualité de fibres et la qualité d'amidon. Donc, ça serait notre dernière question. Peut-être, on a quelques commentaires de l'assistance concernant les présentations. Ils vont être disponibles, là. Vous allez recevoir un courriel. Je vais laisser l'animation à Joanne. Alors, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Merci André, merci Antoine et Andréane.